Coucou, je pense que, enfin, j'espère que là, vous savez qui je suis, mais je me présente quand même. Je m'appelle Laura, je suis votre tutrice de maïeutique, et aujourd'hui, on se retrouve ici pour parler encore une fois des modifications physiologiques, mais cette fois-ci, on va faire ensemble la deuxième partie. C'est parti. Donc, en ce qui concerne le plan, tout d'abord, on va parler des modifications cardiovasculaires et hémodynamiques. Ensuite, on va parler des modifications respiratoires et on va finir par les modifications hématologiques. Donc tout d'abord, les modifications cardiovasculaires et hémodynamiques. En ce qui concerne la volémie, pendant la grossesse, on peut observer une augmentation du travail cardiaque, et c'est notamment parce qu'il y a un deuxième être, il y a le bébé. Et vu qu'il y a une augmentation du débit cardiaque, on a déjà parlé de ça la dernière fois quand on a parlé de l'augmentation de la filtration glomérulaire, vu qu'il y a plus de sang qui est apporté au rein. En fait, il y a aussi une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. On verra ça par la suite. Et en fait, pour du coup toute cette augmentation, les vaisseaux vont s'adapter et on peut observer une vasodilatation artérielle et donc une baisse des résistances. Et c'est notamment grâce à la loi de Poiseuille qu'on peut expliquer cela, car lorsque le diamètre augmente, selon la loi de Poiseuille, la résistance va baisser. Il y a aussi une hypervolémie et c'est notamment dû à la rétention hydrosodée, donc à la rétention de l'eau et du sodium qui est due aux œstrogènes et donc aussi à cause du coup de l'augmentation de la sécrétion d'aldostérone qui du coup est inclus dans le système rénine-angiotensine-aldostérone duquel on vient juste de parler. Et il y a aussi une augmentation du volume plasmatique et la volémie, qui du coup est augmentée pendant la grossesse, va diminuer progressivement pendant les 3 premiers jours du postpartum et va retourner à la normale entre 4 à 6 semaines après l'accouchement. Et on développera les raisons et les bénéfices de l'hypervolémie et de l'augmentation du volume plasmatique plus tard dans le cours, donc vous comprendrez ça plus tard. Il y a deux hormones qui jouent un rôle important dans la volémie. Ce sont les œstrogènes et la progestérone. Mais il faut savoir que ces deux hormones vont avoir des rôles opposés. C'est-à-dire que les œstrogènes vont augmenter la fréquence, le débit cardiaque, les débits circulatoires ainsi que la contractilité du myocarde. Et pour retenir cela, je me disais que dans œstrogènes, il y a trop, c'est comme trop. Et donc, ça me faisait retenir qu'en fait, ce sont les œstrogènes qui vont tout augmenter. Par contre, après, il y a la progestérone qui va faire du coup le contraire et elle va permettre notamment l'adaptation vasculaire à cette hypervolémie. Donc, elle va relâcher les parois veineuses, les sphincters capillaires et en fait, elle va augmenter ainsi la capacité du lit vasculaire. Pour retenir cela, je me disais que dans progestérone, il y a Roger, comme un papy Roger. Et ce vieux papy est fatigué et du coup, ses muscles sont relâchés. Et donc, ça me permettait de retenir que du coup, c'est grâce à la progestérone qu'en fait, tout justement va se relâcher et c'est donc le contraire du rôle des œstrogènes. Maintenant, on va parler du débit cardiaque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la formule pour calculer le débit cardiaque, mais donc le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence. Et en fait, durant la grossesse, le débit cardiaque va augmenter de 30 à 50%. Et donc, comme je l'ai déjà dit, il dépend de deux facteurs. Il dépend donc de la fréquence qui va augmenter de 15% et du volume d'éjection systolique qui va augmenter de 30%. Mais il faut savoir que le débit cardiaque dépend aussi de la position maternelle et c'est notamment au 5e mois de grossesse, donc environ à la 24e semaine d'aménorrhée, où on peut observer un phénomène important parce que en fait en décubitus dorsal, donc quand la femme sera allongée sur son dos, on pourra observer une compression de la veine cave inférieure, car en fait l'utérus avec le bébé va donc comprimer tout ce qu'il y a en dessous, donc notamment la veine cave inférieure. Ainsi, il y aura une diminution du retour veineux, une diminution du volume d'éjection systolique, ainsi une diminution du débit cardiaque, ce qui va causer une hypotension maternelle et potentiellement une hypoperfusion utéroplacentaire et donc cela pourra causer un ralentissement du rythme cardiaque fœtal, ce qui est assez grave. On passe à la pression artérielle. Donc entre la 7e semaine d'aménorrhée jusqu'à environ la 24e ou la 28e semaine d'aménorrhée, donc jusqu'au 6e mois de grossesse, en dépit de l'augmentation du débit cardiaque, la pression artérielle baisse,
d'environ 20 à 30% de façon proportionnelle à la baisse des résistances périphériques. Donc, en fait, comme on l'a déjà vu, les résistances vont diminuer. C'est notamment la loi de Poisson qui explique cela. Et en fait, elles vont diminuer plus que le débit cardiaque augmente. Et ainsi, la pression artérielle va suivre le chemin de la baisse des résistances. Et on peut observer aussi un shunt artério-veineux créé par l'unité phytoplacentaire et les effets vasomoteurs des hormones qui vont entraîner une augmentation des résistances périphériques et une remontée de la pression artérielle à la fin de la grossesse qui va donc revenir au niveau égal à celui d'avant la grossesse. Ainsi, le fait de ne pas avoir de baisse de la tension artérielle en début de grossesse peut causer des pathologies hypertensives de la grossesse dans le troisième trimestre ou au moment de l'accouchement, et on peut observer des hypertensions gravidiques, des prééclampsies ou encore des éclampsies. Et en fait, les prééclampsies, ce sont des apparitions ou des aggravations de la tension artérielle après 20 semaines de grossesse. Et les éclampsies, c'est des convulsions, donc des contractions musculaires involontaires pendant la prééclampsie. Parlons maintenant de la pression veineuse. Donc, elle reste inchangée au membre supérieur, logique. Lorsque vous imaginez le ventre, ou enfin l'utérus avec le bébé de la maman, bah, ça va rien changer au membre supérieur vu qu'il se trouve en bas. Par contre, elle va augmenter beaucoup au membre inférieur à cause de la compression des gros vaisseaux et de la veine cave inférieure par l'utérus gravide, particulièrement un décubitus dorsal, et cela peut causer des œdèmes ou encore des varices. Donc les œdèmes, vu qu'en fait la pression veineuse va augmenter, la pression veineuse augmente justement parce que en fait l'utérus va donc compresser tous les vaisseaux, ainsi le sang va avoir du mal à remonter dans les veines et donc il va rester en bas, ce qui va causer des œdèmes, donc des membres inférieurs gonflés ou encore des varices qui en fait sont des gonflements des veines à cause du coup de la stase veineuse provoquée par la compression des veines par l'utérus gravide. Il y a aussi une augmentation de l'irrigation périphérique, essentiellement au niveau rénal, pulmonaire et cutané. Je retenais le mot PCR, enfin l'abréviation PCR, et ainsi je savais que l'irrigation périphérique augmentait donc P au niveau pulmonaire, C au niveau cutané et R au niveau rénal. Le flux sanguin double au niveau des seins. Il y en a deux, donc je me disais, c'est pour ça que le flux sanguin augmente par 2 au niveau des seins et est multiplié par 6 au niveau des mains. Donc, une main, voici ma caméra, une main a 5 doigts. Par contre, je me disais que vu qu'il y a le fœtus, on va en rajouter un autre. C'est pas vrai, mais ça me permettait de retenir que du coup, c'est pour ça que le flux sanguin va être multiplié par 6 au niveau des mains. On passe maintenant aux modifications respiratoires. D'abord, on va parler des modifications anatomiques et histologiques. Il y a certaines modifications qui surviennent dès la 10e jusqu'à la 12e semaine d'aménorrhée, donc pendant le 2e mois, bien avant que l'utérus ne refoule le diaphragme. Il y a notamment les côtes inférieures qui s'évassent, et c'est parce qu'elles se trouvent juste au-dessus de l'utérus avec le bébé, et ainsi elles vont s'adapter pour pouvoir permettre plus tard la croissance du bébé dans l'utérus. L'angle xiphoïdien passe de 70 à 105 degrés, et c'est notamment parce que, en fait, la xiphoïde, c'est la partie inférieure et terminale du sternum, qui en fait, c'est l'os qui se trouve entre les côtes, et vu que la xiphoïde se trouve juste au-dessus de l'utérus avec le bébé, l'angle xiphoïdien va augmenter, va faire comme ça, pour pouvoir permettre la croissance du bébé à l'intérieur de l'utérus. Ensuite, on a le diamètre antérieur-postérieur du thorax qui va augmenter de 2 à 3 cm. Donc, lorsque vous imaginez une maman avec un ventre, enfin avec du coup plus précisément un grand utérus où il y a un bébé à l'intérieur, vous comprenez bien que le diamètre antéro-postérieur va augmenter de 2 à 3 cm.
On peut aussi observer une hypotonie des abdominaux et c'est, encore une fois, pour permettre donc, plus tard la croissance du bébé à l'intérieur de l'utérus et au final, on retrouve aussi une congestion de l'arbre respiratoire et en fait, c'est la même chose comme, pour le diaphragme. Vu que, les poumons et donc l'arbre respiratoire se trouvent au-dessus de l'utérus, bah, en fait, ça va suivre le même chemin comme le diaphragme. On peut observer aussi des modifications fonctionnelles respiratoires. On peut observer une augmentation du débit sanguin pulmonaire et une augmentation de la captation de l'oxygène par minute. En effet, il faut apporter de l'O2 au bébé et il y a donc une augmentation des besoins en oxygène qui passe de 20 à 30% pour le fœtus et le placenta. Il y a une augmentation de la fréquence respiratoire jusqu'à 16 cycles par minute. Et ainsi, il y a une femme sur deux qui est dyspnéique, ce qui est physiologique. Être dyspnéique, ça veut dire être essoufflé, par exemple. Lorsqu'on prend une femme enceinte et une de ses copines qui n'est pas enceinte, et maintenant imaginons que les deux vont monter un étage, bah, la femme enceinte va être essoufflée après avoir monté cet étage, alors que la femme qui n'est pas enceinte va être dans un état parfait, ne va pas être essoufflée du tout. Et on peut observer aussi des modifications des volumes respiratoires, comme par exemple le volume courant ou le volume de réserve inspiratoire, le volume de réserve expiratoire ou encore le volume résiduel. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit avant, il y aura de nombreuses patientes qui vont être essoufflées. Maintenant, on passe à la dernière partie, qui sont les modifications hématologiques. On va reparler de la volémie et de l'érythropoïèse. Maintenant, on passe donc aux raisons et aux bénéfices de l'hypervolémie évoqués tout au début du cours. Donc, l'hypervolémie est nécessaire à l'augmentation du débit cardiaque. Vu qu'il y a plus de liquide dans le corps, le cœur va devoir battre plus pour pouvoir la circulation de tout. L'hypervolémie limite les conséquences d'une hémorragie en postpartum immédiat. Donc, une hémorragie, c'est un saignement très important. Et donc, si jamais ça va arriver à la femme, ça aura des conséquences moindres, enfin, des conséquences pas très graves, parce que vu que le sang est très dilué, il y a moins pour un volume donné, il y a moins de globules rouges, il y a moins de tout ce qui est censé rester à l'intérieur du corps. Et donc, c'est pour cela que les conséquences d'une hémorragie vont être limitées. L'hypervolémie protège la mère d'une hypotension au troisième trimestre s'il y a une séquestration de sang dans la partie inférieure du corps, car encore une fois, la volémie permet d'augmenter la tension, et c'est notamment donc le système rénine-angiotensine-aldostérone qui explique cela. L'augmentation de la masse érythrocytaire couvre les besoins supplémentaires en oxygène, car donc les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, en fait permettent le transport de l'oxygène dans le corps. Et finalement, l'hémodilution diminue la viscosité sanguine, ce qui diminue les résistances circulatoires et le travail cardiaque. En fait, la viscosité, c'est les résistances, c'est comme si c'était des obstacles. Et vu que tout ça va diminuer, bah forcément, le cœur va fournir un travail qui sera moins exigeant et il va dépenser moins d'énergie vu qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle il y a moins d'obstacles pour faire circuler le sang. On passe aux composants. Donc, tout d'abord, on va parler du fer. Il est indispensable à la synthèse de l'hème et donc à la fabrication des globules rouges. Les besoins quotidiens sont de 1 mg par jour en début de grossesse, 6 mg par jour à terme, et donc en tout pendant la grossesse, la femme a besoin d'environ 1000 mg de fer. Et en France, il y a une réserve maternelle pour les patientes qui sont bien alimentées, et elle est notamment de 300 à 400 mg. Par contre, elle n'est pas systématique, on va voir ça maintenant. Donc en fait, l'absorption croît avec la diminution des réserves. Ainsi, l'épuisement des réserves est une étape physiologique de la grossesse qui conduit à une absorption élevée permettant de couvrir les besoins importants du dernier trimestre. Ainsi, la supplémentation en fer ne devient efficace que lorsque le taux de ferritine est bas, donc vers la 28e semaine d'aménorrhée, vers le 6e mois. Cela veut dire que lorsqu'on va donner du fer à la femme enceinte tous les jours, ça va servir à rien parce que le fer, il a besoin de tomber vraiment à un bas très bas et c'est là où la supplémentation va avoir lieu parce que c'est à ce moment-là, quand il sera très bas, qu'il pourra recommencer à faire son rôle.
Et ainsi, l'OMS conseille la supplémentation en fer de 30 à 60 mg par jour à partir de la deuxième moitié de la grossesse pour les patientes enceintes, mais c'est dans le monde. Et en France, en fait, malgré le fait que c'est conseillé à l'échelle mondiale, la supplémentation n'est pas systématique. Donc, quand on a dit avant qu'il y a une réserve de 300 à 400 mg, oui, mais en fait, on va donner ces des réserves seulement aux femmes chez qui on va voir, enfin chez qui on va observer que le taux de ferritine est bas et que ça pourra avoir une répercussion sur l'hémoglobine. Maintenant, on va parler des folates, des acides foliques ou de la vitamine B9. Donc, ils participent à la synthèse de l'ADN et les besoins augmentent pendant la grossesse. Et notamment, un tiers des femmes enceintes ont une diminution des folates dès le début de la grossesse. Et cette insuffisance en folates peut être un facteur favorisant, enfin, est un facteur favorisant des anomalies de fermeture du tube neural. Pas de panique, je sais que c'est des termes nouveaux, mais vous allez voir tout ça en embryologie. Et en France, il y a une supplémentation systématique en périconceptionnelle de folate. On passe à la vitamine B12. Donc, la vitamine B12 permet l'entrée de l'acide folique dans les globules rouges immatures. Les besoins sont d'environ 3 microgrammes par jour et sont couverts par une alimentation équilibrée. Ainsi, il n'y a pas de supplémentation systématique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en France, le fer est supplémenté seulement chez les patientes qui ont un taux de ferritine bas, chez qui, du coup, ce taux de ferritine bas pourrait avoir des répercussions sur l'hémoglobine. Ensuite, concernant les folates, l'acide folique et la vitamine B9, tout ça, c'est supplémenté. Par contre, la vitamine B12 est apportée juste par une alimentation équilibrée et ainsi, elle n'est pas supplémentée. On passe à la numération en formule sanguine. Donc, le taux de globules blancs augmente à partir du deuxième trimestre. Les polynucléaires neutrophiles augmentent, les polynucléaires basophiles diminuent et les monocytes restent stables. Donc, pour retenir tout cela, je me disais que basophile, c'est comme bas, et ainsi ce sera les polynucléaires basophiles qui vont diminuer. Monocytes, je me disais mono, c'est comme un, ça veut dire qu'ils vont rester stables, ils vont pas bouger vu qu'ils sont seuls. Et donc, le dernier truc qui me restait, c'était les polynucléaires neutrophiles, et donc ça va être eux qui vont augmenter. Et les plaquettes diminuent légèrement en fin de grossesse, et on parle notamment de la thrombopénie physiologique. On passe aux électrolytes. Donc, en ce qui concerne le sodium, le potassium et le chlore, ils vont rester stables, tandis que le calcium et le magnésium vont diminuer à cause de leur transfert vers le fœtus et l'augmentation de leur filtration glomérulaire. En gros, le calcium joue un rôle clé dans la minéralisation et la structure du squelette. Et pareil pour le magnésium, qui joue un rôle dans la formation des os, des dents, et il est nécessaire aussi au bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Et donc, vu que tout cela est très important pour le fœtus, c'est pour cela que le calcium et le magnésium vont passer chez le fœtus et ils vont diminuer chez la maman. Et les bicarbonates vont diminuer pour permettre à l'organisme de s'adapter à l'alcalose respiratoire. En fait, comme on l'a dit avant, la fréquence respiratoire augmente de 16 cycles par minute, ce qui va causer une hyperventilation et donc un rejet du CO2 qui à la base est acide. Et en fait, normalement, on commence à hyperventiler lorsqu'il y a une acidose dans notre corps. Donc, on commence à hyperventiler pour rejeter le CO2 et les bicarbonates vont augmenter. Tandis que vu que là, on est déjà en train d'hyperventiler et on est déjà en train de rejeter du CO2, donc on est déjà en alcalose respiratoire, les bicarbonates doivent baisser pour pas justement majorer cette alcalose. Avant de passer à l'hémostase, qui est l'avant-dernière partie de ce cours, donc ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin, j'ai besoin de vous raconter ce qui vient de m'arriver parce que j'ai envie de pleurer, mais je trouve ça drôle en même temps. En gros, j'ai fini de filmer ma vidéo. Ça veut dire que là, je suis en train de refilmer la dernière partie. Parce que là, comme vous voyez, le titre de cette diapositive, c'est l'hémostase. Sauf que avant, c'était l'hématose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. L'hématose, c'est l'oxygénation du sang, tandis que l'hémostase, c'est justement le phénomène duquel on va parler. Donc, ne vous faites pas avoir en QCM, parce que même moi, je ne l'ai pas vu. Hématose et hémostase, c'est bien deux phénomènes à différencier. Donc maintenant, vu que j'ai fait mon petit débrief, on va passer à l'hémostase. Donc accrochez-vous, c'est bientôt fini, on y va. Donc, l'hémostase, et non pas l'hématose, est modifiée dès le début de la grossesse.
La plupart des facteurs de coagulation augmentent. On parle notamment, du fibrinogène, des facteurs, 7, 8, 10 et du facteur de Witbrand, alors que les facteurs physiologiques de la coagulation, donc l'antithrombine, la protéine C et S et la capacité fibrinolytique diminuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme enceinte est dans un état d'hypercoagulabilité qui progresse tout au long de la grossesse en vue de l'accouchement et de la délivrance pour prévenir l'hémorragie de la délivrance. Donc il y a deux choses à différencier. Il y a les facteurs de coagulation et les inhibiteurs de la coagulation. En gros, les facteurs de coagulation vont permettre de former des caillots, des thrombus, et les inhibiteurs de la coagulation vont permettre de détruire ces caillots et ces thrombus. Sauf que à l'accouchement, on ne veut pas se retrouver avec des hémorragies, donc avec des gros saignements, et c'est pour cela que le corps va s'adapter pour augmenter les facteurs de coagulation, pour former donc des caillots et pour diminuer tous les saignements possibles. Et donc notre corps va faire ça en diminuant les inhibiteurs de la coagulation et en augmentant les facteurs de la coagulation. Donc, lorsqu'on parle de la grossesse, on veut une grosse coagulabilité, donc une hypercoagulabilité, pour justement former des caillots et des thrombus pour éviter tous les saignements. Encore une fois, on va augmenter les facteurs de la coagulation et diminuer les inhibiteurs de la coagulation. Très difficile à prononcer ce mot. Mais donc, maintenant on va parler de la fibrinolyse qui est en fait le contraire de la coagulation. Donc, la fibrinolyse est un processus physiologique complexe de dissolution des caillots sanguins qui sont constitués de fibrine par la plasmine. Donc, c'est la plasmine qui va venir détruire les caillots formés par la fibrine. En fait, la fibrinolyse va clôturer la coagulation sanguine et elle va permettre de reperméabiliser les vaisseaux sanguins et empêcher la formation de thromboses. Les thromboses, c'est en fait quand un caillot formé de fibrine va venir boucher un vaisseau. Donc, en fait, ainsi, la fibrinolyse permet de maintenir la balance hémostatique nécessaire à la fluidité du sang, parce qu'on imagine bien que lorsqu'il y a des caillots qui vont venir boucher des vaisseaux, bah forcément le sang il n'arrivera pas à passer. Donc la fibrinolyse qui va justement détruire ces caillots va permettre au sang de bien passer, va permettre au sang d'être bien fluide. Sauf que cette capacité fibrinolytique va diminuer progressivement pendant la grossesse pour être minimale au 3e trimestre. Et ainsi, il existe une formation excessive de caillots de fibrine par excès de thrombine. Et donc, c'est justement cet effet-là qu'on recherche. On veut juste que à l'accouchement, quand il y aura des risques d'hémorragie, on veut que le sang et que le corps ait la capacité de justement former ces caillots pour prévenir toute perte de sang. Ainsi, ces phénomènes vont favoriser l'hémostase dans le postpartum immédiat, surtout dans les 3 premières heures où donc le risque d'hémorragie est le plus grand. Donc très important, le risque thrombotique est maximum dans le postpartum immédiat et dure au moins 6 semaines. Par contre, il va se normaliser, revenir à la normale entre 3 à 6 semaines après l'accouchement. Et il va se normaliser justement en diminuant tous les facteurs de coagulation et en augmentant les inhibiteurs de la coagulation, comme par exemple la protéine S. C'est le dernier slide. Maintenant, on va parler des marqueurs biologiques de l'inflammation. Donc, il y a notamment la vitesse de sédimentation qui est très augmentée pendant la grossesse et donc n'a aucune valeur diagnostique. Et c'est notamment en lien avec l'état d'hypercoagulabilité. Et après, il y a la CRP qui est la protéine C-réactive. Elle n'est pas modifiée, elle reste stable. Elle est notamment de 5 à 15 mg par litre. Et ainsi, c'est elle qui va permettre de diagnostiquer l'inflammation et des suspicions d'infection. Bravo, c'est fini. Vous avez tenu jusqu'à la fin. C'était donc notre dernier cours en vidéo et je vais vous sortir donc ma dernière fiche sur les modifications physiologiques 3 que vous allez faire tout seul. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez tout compris et on se voit bientôt. Bisous!